Bonjour, la liste de Debout les Belges. Nous recevons ici successivement Arnaud Tellier, premier à la Chambre, Alam Lanaya, première à la région au niveau de Bruxelles. La liste Debout les Belges est la liste numéro 28. numéro 28. Nous allons directement entrer dans le vif du sujet, puisque vous n'avez pas de bilan à défendre. Vous êtes un jeune mouvement qui vient de naître sur la place politique belge. Vous allez à ces élections, nous allons commencer avec la Chambre, Monsieur Tellier. Vous allez à cette élection avec quelle ambition, avec quel programme? Alors, on a un programme qui se distingue vraiment, véritablement de tous les autres programmes politiques. Alors l'ambition, naturellement, vu le contexte actuel, un contexte de crise sociale, économique, morale, l'ambition, c'est vraiment de redonner de l'espoir en permettant aux citoyens belges de se rendre compte qu'il y a encore des citoyens qui ont le courage de faire de la politique et de sortir du politiquement correct pour remettre sur la table des sujets qui ne sont plus débattus ni par la gauche ni par la droite. Donc on se distingue déjà par le fait que nous sommes ni de gauche ni de droite. Vous êtes d'où? On est pour la recherche du bon sens et on propose... Et c'est quoi le bon sens? Le bon sens, alors c'est très simple. Il existe aujourd'hui des thématiques qu'il faut absolument aborder et remettre dans le débat politique, qui ne sont plus débattus ni par la gauche ni par la droite, comme l'usure par exemple, le référendum, qui est anticonstitutionnel en Belgique, et bien d'autres sujets que nous-mêmes nous apportons dans notre programme pour permettre aux gens de comprendre, aux citoyens belges de comprendre que ces thématiques-là doivent impérativement être débattues pour régler les problèmes actuels. Oui, mais quand vous parlez de usure, de référendum, c'est vrai que c'est une cause intéressante pour le citoyen, mais aujourd'hui c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de la croissance qui intéresse directement les gens. Bien sûr, et c'est pour ça que j'ai évoqué l'usure. Oui. Nous, on est pour s'attaquer à la cause des maux que nous vivons ici en société et non pas aux conséquences. Donc pour rendre du pouvoir d'achat aux citoyens, il faut déjà impérativement sortir de l'usure, du système usurier, qui est un système qui mathématiquement est invivable en fait. Donc si je vous suis, ça veut dire que rien ne va, tout ce qui se fait ne donne pas de résultat. Absolument pas. Si nous restons dans ce... Donnez-nous quelques exemples concrets. Ben, il suffit de suivre l'évolution de la dette. L'évolution de la dette, nous n'arrivons même plus à rembourser les intérêts des intérêts. Et nos politiciens continuent de nous mentir et de nous faire croire que l'on pourrait la rembourser éventuellement un jour. Mais c'est complètement faux. La seule chose qu'ils pourront faire, c'est nous serrer la ceinture et nous étrangler d'année en année, toujours plus, en créant de nouvelles taxes, en prétendant pouvoir rembourser cette dette. Donc, je le répète, il faut sortir de ce système usurier, il faut récupérer nos pouvoirs régaliens, c'est-à-dire le contrôle de nos frontières, mais surtout une banque nationale belge qui prête à taux zéro pour pouvoir sortir de nos problèmes et de ce marasme économique. Et pourquoi vous évoquez le contrôle des frontières? Parce que les pouvoirs régaliens d'une nation sont ces deux... Mais vous êtes dans un ensemble qui est aujourd'hui l'Europe. Comment est-ce que vous allez revenir à la case de départ? Ben, c'est très simple, nous voulons quitter l'Europe, l'Europe qui se présente aujourd'hui comme un empire non impérial, comme le dirait Barroso. Donc nous sommes pour la sortie de l'Union européenne, qui, malgré le fait qu'elle soit décorée du prix Nobel de la paix, ne fait que partir en guerre et ne fait que pomper le pognon et les finances de tous les États européens. Quelles sont les matières principales auxquelles vous allez vous attaquer si vous êtes élu au soir du 25 mai? Alors moi, si je suis élu le 25 mai, je n'abandonnerai pas ce combat de l'usure parce qu'il me semble primordial, mais nous sommes sur tous les fronts. C'est-à-dire qu'un député fédéral belge se doit de traiter l'actualité, premièrement, parce qu'il ne peut pas réagir sur n'importe quel sujet. Donc on lui impose de débattre sur l'actualité chaude et de créer des propositions de loi
comme nous l'avons déjà fait avec M. Louis, étant donné que je travaille avec lui depuis 1 an et demi, de créer des propositions de loi pour permettre justement une alternative. Et c'est à ce moment-là que l'on peut se rendre compte de la trahison ou la non-trahison de nos élus, s'ils suivent ces propositions de loi qui se veulent être alternatives ou de bon sens, ou s'ils les réfutent et les jettent à la poubelle, comme ils Vous ont avez l'habitude de faire. un exemple concret? Oui, bien sûr. Alors, on a travaillé sur une proposition de loi sur le tirage au sort citoyen. Donc, j'invite tous vos auditeurs à se renseigner sur ce concept-là et à écouter naturellement les conférences d'Étienne Chouard, professeur d'université en France qui travaille sur le concept de démocratie depuis des années maintenant. Il n'y a absolument rien de farfelu. Tout évolue dans ce monde, mais nos institutions politiques ne pourraient pas évoluer. Donc nous avons fait une proposition de loi qui va dans ce sens, et naturellement, comme ils s'accrochent tous à leur place, parce que la politique aujourd'hui c'est devenu du marketing électoral à court terme, hein. On monte son beau sourire sur des photos pendant la campagne, et une fois qu'on est élu, on ne fait plus rien. Donc on les a mis au pied du mur plusieurs fois, et ils ont prouvé une fois de plus qu'ils n'étaient pas là pour essayer de trouver des alternatives ou de proposer un véritable changement. Dans votre programme, vous parlez aussi d'innover l'enseignement. Que comptez-vous apporter concrètement? Alors en Belgique, surtout à Bruxelles, on peut constater qu'il y a des écoles de moindre qualité, des écoles de ghetto. Est-ce que cela existe vraiment? Oui, bien sûr, bien sûr. Dans les quartiers défavorisés, malheureusement, l'enseignement n'est pas de la même qualité que dans les beaux quartiers. Donc on voudrait bien déjà élever le niveau de l'enseignement et la qualité, et surtout donner la parole aux professeurs, les laisser s'exprimer sur les problèmes qu'ils rencontrent et non pas leur imposer un programme standardisé et très pauvre en réalité. Donc on veut vraiment un enseignement de qualité, parce que l'avenir de la nation, ce sont les jeunes, donc ça dépend essentiellement de leur formation. Oui, on a parlé de l'enseignement, donc ça nous amène droit dans la question du travail. Vous voulez aussi valoriser le travail. Quelles sont les mesures que vous allez mettre en place pour valoriser le travail? Pour rebondir sur la question de l'enseignement, par exemple, le métier de professeur est un métier noble qu'il faut revaloriser à tout prix. C'est-à-dire que tout le monde ne devrait pas pouvoir être enseignant à sa guise. Ça devrait normalement être le fruit d'une formation intellectuelle assez poussée, et ça devrait être une vocation. Et il faut revaloriser ce métier d'enseignant à tout prix, en augmentant les salaires, naturellement, parce que c'est une responsabilité. Si le salaire est proportionnel à la responsabilité, le métier d'enseignant est un métier à haute responsabilité, selon nous. Donc il faut revaloriser certains métiers, et il faut aussi créer de l'emploi, naturellement. Vous parlez de créer de l'emploi, mais dans votre programme aussi, vous demandez aux gens de créer leur propre entreprise. Nous savons que sur le territoire, les indépendants, les PME constituent 17% de la marge économique. Est-ce qu'il ne revient pas plutôt à l'État de créer de l'emploi et d'inciter les entreprises à en créer? Je pense que les initiatives peuvent venir des deux parties, à la fois de l'État et des indépendants. Il y a beaucoup de gens qui veulent créer leur propre business, leur propre affaire. Les PME souffrent énormément de la crise économique. Et encore une fois, pour qu'une PME puisse survivre, il faut qu'elle continue d'investir. Ça doit être un processus continuel. Mais comment voulez-vous, avec toutes les taxes, toutes les charges patronales, avec tout ce qu'elles doivent subir, c'est un lynchage économique qu'elles subissent aujourd'hui, comment voulez-vous qu'elles arrivent à survivre dans une concurrence qui est atroce, dans une Union européenne qui met en concurrence nos travailleurs avec ceux des pays de l'Est qui sont payés 5 à 6 fois moins? C'est impossible, c'est impossible. Donc, naturellement, une banque qui pourrait prêter à taux zéro, ça relancerait déjà indubitablement notre économie. Voilà, pour aller vers la fin, vous avez dit également qu'il faut sortir de l'Europe. Et sur votre site internet, vous avez inscrit la construction d'une Europe des citoyens. Est-ce que vous sortez de l'entité Europe et vous redevenez
un État à la base et vous reconstruisez l'Europe, ou bien j'ai pas trop saisi ce que vous voulez faire par là. Est-ce que vous ne voulez pas l'Europe, mais en même temps vous voulez construire l'Europe des citoyens? Est-ce que vous pouvez éclairer un tout petit peu? Oui, bien sûr. Donc nous sommes pour l'autodétermination des peuples. Nous sommes pour le fait que le peuple belge reprenne les rênes de son pays. Nous sommes pour le fait de quitter l'Union européenne telle qu'elle se présente aujourd'hui, qui n'est, comme je l'ai dit, qu'une pompe Afrique et qui est dirigée par des banques privées internationales et dont les mécanismes qui se développent en son sein sont mortifères pour notre pays et notre économie. Et si on pouvait imaginer l'Europe des 27 avec 27 pays qui sont, je veux dire, autonomes et qui sont... 28 maintenant, avec la Croatie. Oui, bien sûr, j'avais oublié la Croatie. L'Union européenne pourrait encore s'agrandir parce qu'elle a un appétit sans fin, n'est-ce pas? Donc, si tous ces peuples pouvaient redevenir souverains chez eux, nous pouvons très bien imaginer, de toute façon, on vit d'échanges. Hein, il n'y a pas la possibilité de vivre en vase clos. Ça n'est pas possible. Donc des échanges, il y en aura toujours. Donc à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on pourrait rebâtir une Europe qui se base sur l'équité et la justice. Mais telle qu'elle se présente aujourd'hui, ça n'est pas possible. Je pense que nous avons abordé l'essentiel, mais en préparant l'entretien, je me suis rendu compte que votre organisation, ou un des membres, notamment Laurent Louis, a fait plusieurs parties avant d'arriver à Debout les Belges. Donc, si je vois, il était du MR, puis au PP, au MLD, à Islam, puis à Debout les Belges. Est-ce que cela ne confirme pas la décrédibilisation dont souffre le mouvement, parce que les gens disent, voilà, c'est un petit parti qui va venir bousculer pour bousculer. Que diriez-vous, que répondriez-vous aux citoyens qui pensent que votre structure n'est là que pour faire du bruit entre guillemets? Bah écoutez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Monsieur Louis s'est déjà exprimé à de nombreuses reprises sur cette question, mais malheureusement, comme les médias ne lui donnent pas la parole, ça n'atteint pas la majorité. Alors il faut savoir que Monsieur Louis était un député comme les autres. Quand il est rentré au MR, il pensait que la politique c'était un métier noble, que les politiciens se battaient vraiment pour les intérêts de la population. Donc il était, entre guillemets, dans la matrice, si on peut l'appeler comme ça. Et suivant ces combats, notamment contre les réseaux, il s'est rendu compte que dire la vérité au Parlement, ou essayer, je veux dire, de la rechercher, ça vous menait au lynchage médiatique et au lynchage politique, et même judiciaire, étant donné qu'on l'a envoyé devant les tribunaux sous des prétextes qui sont assez farfelus. Donc il a changé de casquette à de nombreuses reprises parce qu'il était souvent, il se rendait souvent compte que ça n'était pas là le cheminement qu'il voulait parcourir. Et ce n'est que quand il a été indépendant réellement qu'il s'est rendu compte qu'il était vraiment libre de dénoncer ce qu'il souhaitait et de travailler pour les intérêts de la population. Alors aujourd'hui, nous avons créé, avec M. Abdeslam Lagmiche, Laurent Louis et moi-même, Debout les Belges, et ce mouvement, il est très très fort, il est très structuré, il se veut s'inscrire dans une logique dissidente, et il ne quittera pas ce mouvement de sitôt parce que naturellement on a vraiment trouvé un équilibre parfait aujourd'hui, et étant donné le succès que nous rencontrons, 7200 adhérents en 6 mois, ce qui n'est absolument pas négligeable, hein, c'est même très fort étant donné qu'on n'a pas de couverture médiatique, nous ne sommes pas prêts de changer de cap en tout cas. Ok, un équilibre parfait. C'était Arnaud Tellier sur la liste numéro 28, premier à la Chambre, Debout les Belges. Je vous remercie. Merci.